Bonjour, je suis Jacques Aripiette, je suis co-commissaire de l'exposition Le Château de Versailles dans la bande dessinée, présentée dans la salle du Jeu de Paume à Versailles du 19 septembre au 31 décembre 2020. L'exposition s'intéresse aux représentations du Château de Versailles au sein du 9e art, pas uniquement les lieux, les espaces, les bâtiments, mais aussi les grandes figures historiques et les grands événements historiques qui peuvent être associés au château depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours. L'exposition présente essentiellement des bandes dessinées européennes, pour la plupart françaises, belges et italiennes, mais nous faisons quelques clins d'œil, quelques références à des bandes dessinées extra-européennes, américaines notamment, nord-américaines plutôt, non seulement états-uniennes mais aussi canadiennes, et également au manga avec quelques créations japonaises. Le contexte un peu particulier dans lequel l'exposition a été mise en place ne nous a malheureusement pas permis d'avoir des planches originales venant du Japon. Pourtant, nous ne pouvions pas passer sous silence l'importance de Versailles au sein du manga et de reconnaître la place importante du manga dans la bande dessinée mondiale évidemment et en France également. Nous avons choisi de présenter une sélection d'éditions originales autour de 3 séries. D'une part, La Rose de Versailles, sans doute celle que la génération née dans les années 70-80 associe le plus volontiers au château, qui a très largement contribué à la popularisation de Versailles auprès des jeunes en Extrême-Orient. Et puis 2 séries beaucoup plus récentes. L'une, Marie-Antoinette, la jeunesse d'une reine, qui a été coéditée avec le château de Versailles et dont nous présentons ici l'édition japonaise. Et l'autre qui se démarque très fortement, Versailles of the Dead, qui propose une relecture fantastique avec Marie-Antoinette qui se retrouve confrontée et elle-même transformée en zombie. Donc différentes créatures fantastiques qui surgissent dans cet univers historique. La bande dessinée nord-américaine s'est aussi intéressée à Versailles et à son histoire. Pour les créations les plus récentes, on s'intéresse particulièrement à la figure de Lafayette comme étant rattachée à l'histoire nationale américaine et donc faisant le lien entre les deux continents et donc Lafayette étant nécessairement associée à la figure de Louis XVI. Mais ici, dans une approche chronologique, nous présentons d'abord un exemplaire du journal de Mickey de 1954 qui nous a été prêté par Angoulême et dans lequel on voit Mickey voyageant dans le temps, Mickey à travers les siècles et venant rencontrer André Le Nôtre avec une vue finalement depuis le Grand Canal sur la façade sur jardin du château. Donc il était intéressant pour nous d'avoir ce lien et de montrer que toutes les grandes figures de la bande dessinée finalement pouvaient être associées à Versailles, pouvaient s'y être intéressées, même Mickey qui n'était probablement pas celui auquel on aurait pensé en premier lieu. Du point de vue des créations, l'exposition présente des œuvres réalisées entre le milieu du 19e siècle, puisqu'on commence avec une estampe réalisée en 1842, et on s'étend jusqu'à des œuvres publiées et dessinées en 2019, donc vraiment de la création la plus contemporaine. Les périodes évoquées par les œuvres vont du règne de Louis XIII, donc du début du XVIIe siècle, jusqu'à la représentation de la signature du traité de Versailles en 1919, et une des planches évoque une période plus contemporaine. On a par ailleurs des planches qui traitent pleinement de la science-fiction et donc s'inscrivent dans un cadre atemporel, je dirais. Selon les auteurs, selon les séries exposées, nous avons des planches qui vont soit avoir un réalisme historique particulièrement poussé et d'autres qui vont prendre de grandes libertés. Les planches les plus documentées ont nécessité un travail de recherche de la part de leurs auteurs, recherches qui ont pu être validées parfois par des échanges avec des membres de la conservation du château. De l'autre côté, certaines planches soit prennent un parti pris délibérément très libre dans la représentation, de manière à s'affranchir de la partie recherche et assumer un positionnement hors représentation historique. D'autres sont là aussi dans un parti pris assumé d'être dans le fantastique, dans la science-fiction, dans l'uchronie, donc la réécriture de l'histoire, et donc effectivement prête un intérêt parfois assez différent à la représentation, à la véracité de la représentation qui est proposée.
L'exposition présente des planches à différentes étapes de leur réalisation. Nous avons quelques croquis, quelques crayonnés, et puis nous trouvons des planches ancrées, donc présentées en noir et blanc. Et nous avons aussi des bleus de coloriage, donc une étape d'impression qui permet aux auteurs de mettre en place les couleurs, et avec un film rhodoïde, un film plastique qui permet de venir reposer le trait en noir sur les couleurs. Nous avons également des planches numériques, des auteurs qui travaillent exclusivement à la tablette graphique et sur un ordinateur, pour lesquels il n'y avait pas d'original physique à présenter. Et pour ces œuvres, exceptionnellement, nous avons pu réaliser, avec l'accord de l'auteur, des tirages d'après ces originaux numériques, lesquels tirages sont exposés dans l'exposition. Dans nos recherches, nous avons pu trouver une centaine de séries de bandes dessinées ou d'albums uniques qui s'intéressaient au château, donc plusieurs centaines d'albums en réalité. Et la manière dont nous avons procédé, c'est au sein de ces albums d'effectuer une resélection des planches qui nous intéressaient plus particulièrement, puis de chercher à sourcer ces planches, à trouver où les originaux pouvaient être conservés. La plupart du temps, quand on a pu les retrouver, c'est directement chez leurs auteurs que les planches se trouvaient. Et donc, c'est en échangeant avec les éditeurs et avec les auteurs que nous avons pu réunir ces différentes planches, la centaine de planches qui est exposée ici. Une centaine de planches couvrant une quarantaine d'auteurs. Ensuite, parmi les planches que nous avons pu trouver, nous avons effectué une resélection parmi cet ensemble de planches pour arriver à la sélection finale, de manière à répondre au mieux à l'enjeu de l'exposition, qui était de comprendre de quelle manière les auteurs de bande dessinée s'appropriaient le château, les grands événements, les grandes figures historiques qui y sont associées, et quel regard, dans la diversité de regards, ils pouvaient porter sur ces lieux. La salle du Jeu de Paume faisait particulièrement sens pour exposer la bande dessinée de par ses relations avec les arts du dessin. On trouve encore ici derrière moi une reproduction du dessin réalisé par David du Serment du Jeu de Paume. Et ce dessin justement fameux permettait de faire sens et de rentrer en écho avec la bande dessinée comme art du dessin. Nous présentons parmi les différentes tables qui constituent l'exposition deux planches qui s'inspirent du dessin de Jacques-Louis David représentant ce fameux serment de juin 1789. Nous avons ici une planche d'Éric Liberge dans un album de science-fiction, mais qui pour autant reprend assez fidèlement l'œuvre dans un dessin à la plume. Et toujours à la plume, une planche cette fois tirée de Olympe de Gouges, dessinée par Catel Muller, un roman graphique autour d'une des figures pionnières du féminisme, Olympe de Gouges, auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Dans les deux cas, on trouve donc cette référence explicite au dessin de David, lui-même reproduit par un tableau du 19e de Luc-Olivier Merson sur le mur de la salle du Jeu de Paume. L'affiche de l'exposition présente un fragment d'une planche d'Éric Liberge pour le diptyque Versailles coédité avec le château. Et il s'agit de la planche introductive du cycle dans laquelle on voit deux personnages dans un ballon, une montgolfière, des grandes inventions du règne de Louis XVI et qui a été particulièrement popularisé à l'époque comme modèle, comme élément décoratif. Et donc ces deux personnages qui survolent le domaine et qui permettaient de présenter une vision à la fois du château en tant que bâtiment et à la fois du parc, et donc de donner finalement cette intention qui était la nôtre de représenter non pas seulement les espaces, mais avoir une acception plus large de la notion du château de Versailles. Il y a deux périodes de l'histoire qui ont davantage retenu l'attention des auteurs qui se sont intéressés au château de Versailles. C'est d'une part le règne de Louis XIV et d'autre part le moment de la Révolution française, avec évidemment les figures de Louis XVI et Marie-Antoinette, mais vraiment ce moment de la Révolution avec des épisodes aussi bien versaillais que parisiens qui viennent s'alterner, sont vraiment les deux grandes phases qui ont particulièrement intéressé les auteurs de bande dessinée. L'exposition se déploie sur plusieurs sections. Nous avons cherché dans un premier temps à évoquer l'historique du médium bande dessinée depuis ses origines, en considérant que la bande dessinée est un art figuratif séquentiel. Donc on a pu proposer dans un premier temps une estampe tirée des collections du château et qui est déjà une narration en une vingtaine
de dessins successifs représentant le périple depuis Paris jusqu'à Versailles au milieu du XIXe siècle. Et nous proposons dans des vitrines différents albums et différentes revues permettant de retrouver Versailles dans, je dirais, tous les grands jalons de l'histoire de l'édition bande dessinée en France tout au long du XXe siècle. On a ainsi un numéro du journal de Mickey de 1954, on a un numéro de Pilote, on a un numéro de la revue à suivre. Donc vraiment on retrouve Versailles tout au long de cette histoire de la presse bande dessinée. Ensuite, les différentes sections s'intéressent au type de regard porté par les auteurs sur Versailles. Ces regards vont être tour à tour descriptifs. Ce sont les deux premières sections qui prennent Versailles comme sujet, avec une attention particulière portée au réalisme historique des représentations, du château et de ses espaces intérieurs d'une part, du parc et donc des espaces extérieurs d'autre part. Et ensuite, finalement, on répond à la question de quoi Versailles est-il le symbole dans la bande dessinée ? Et la réponse est évidemment plurielle. D'une part, on a Versailles comme symbole du pouvoir, avec des scènes liées à la vie de cour et des scènes liées à l'étiquette. Donc l'affirmation de la figure du souverain. Et donc Versailles comme étant pleinement le lieu de l'exercice du pouvoir, le lieu où se prennent les grandes décisions politiques et aussi le lieu où se dessinent certains complots dans l'ombre, notamment sous Louis XV avec des planches d'Épervier. Ensuite, on arrive à Versailles comme lieu de fête et comme lieu de vie. On associe évidemment Versailles aux fêtes somptueuses qui peuvent être données sous le règne de Louis XIV, et donc, mais aussi sous le règne de Louis XVI. Et donc, on a des planches qui évoquent tout ce faste. Et on voulait mettre en contrepoint la dimension lieu de vie de la cour, lieu de vie quotidienne aussi, pour finalement la famille royale, avec une vision parfois un peu romantique ou idéalisée d'un bonheur familial à Versailles, et notamment de Marie-Antoinette et Louis XVI à Trianon. Et puis ensuite, on en vient à une vision plus fantasmée, une section que nous avons appelée Versailles, lieu de fiction, à un moment où finalement on convoque le château de Versailles, mais pour réécrire l'histoire et donc en proposer des versions alternatives, ou bien pour faire surgir des éléments fantastiques au sein d'un contexte historique. Donc on va voir tour à tour Versailles dans des récits de science-fiction ou Versailles dans des récits pleinement fantastiques avec par exemple des fantômes ou le recours à des éléments fantastiques mais historiques si je puis dire, notamment les figures des alchimistes. On termine avec Versailles comme lieu où s'écrit l'histoire. L'histoire évidemment elle s'y est écrite sous Louis XIV, depuis Louis XIV avec l'expression du pouvoir, mais on s'intéresse ici particulièrement aux représentations de la Révolution française et ensuite à d'autres étapes historiques qu'on associe peut-être moins spontanément à Versailles, mais nous avons la Commune de Paris en 1871, moment où le gouvernement français vient s'installer à Versailles. Et ensuite, en 1919, la signature du traité de Versailles à la fin de la Première Guerre mondiale. La modernité des auteurs dans les représentations de Versailles peut tenir, je dirais, essentiellement à deux dimensions. La première dimension, ça serait la technique. On voit l'évolution des techniques de dessin et notamment le recours au numérique pour réaliser des planches de bande dessinée. C'est une forme de modernité. Je dirais l'extrême exemple de ce cas de figure, ça serait Raphaël Messan avec Les damnés de la Commune, qui est une bande dessinée qui n'est non pas stricto sensu dessinée, mais recomposée à partir de gravures anciennes, d'éléments de gravure anciennes, qui ont été numérisés, détourés et qui sont donc ensuite recomposés par l'artiste. Ça, c'est une forme de modernité. L'autre forme de modernité, c'est dans la manière de porter le regard et d'aborder les sujets et d'incarner les figures finalement. Et on voit que des thèmes très modernes, comme par exemple le féminisme avec Olympe de Gouges, la question du genre parfois, autant d'éléments qui sont constitutifs de problématiques actuelles, de problématiques contemporaines, finalement permettent de relire ou de porter un regard plus
contemporain sur l'histoire et sur Versailles. Et on espère que vous viendrez voir cette exposition et qu'elle vous plaira. Notre ambition, si nous en avons une, c'est à la fois de donner envie aux amateurs de bande dessinée de redécouvrir Versailles et aux amateurs de Versailles de lire de la bande dessinée. Donc on espère que vous ressortirez avec les deux envies à la fois.